Face au chaos informationnel, quelles sont les conditions nécessaires d'une réalité commune? Pour répondre à cette question, je vous propose 6 questions à la suite d'une table ronde qui a eu lieu le samedi 11 avril 2026 chez Le Sucre pour les 25 ans de Wikipédia. Une question, 3 invités, avec pour valeur commune le bien commun. Mes réponses sont inspirées des 3 invités qui sont Nelly Pailleux, Thomas Huchon et Rémi Gerbet. Voici les questions que nous aborderons dans cette vidéo. La première, pourquoi croyons-nous? Pourquoi une différence de traitement entre un post et une publicité sur Instagram? Les bébés pigeons existent-ils? Quel pourcentage des Français consultent Wikimedia? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la création de fausses informations et de messages frauduleux? Je commence par me présenter. Je suis Frédéric Ranganayagui, coach professionnel, proposant du coaching réflexif et philosophique pour amener mes clients à penser, agir, comprendre et surtout passer à l'action. Même quand c'est difficile ou même quand cela semble impossible. Avant de commencer mon propos, c'est dans la continuité de la question de partager un texte d'Anna Arendt. Ce que je m'apprête à vous partager et à vous lire, c'est l'un des passages les plus célèbres et les plus diffusés d'Anna Arendt, notamment depuis les débats autour des fake news et de la post-vérité. Cet entretien a été diffusé pour la première fois le 6 juillet 1974 dans le cadre de l'émission Un certain regard. Dès lors que nous n'avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé? Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez en ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. C'est parce que les mensonges, de par leur nature même, doivent être modifiés. Et donc, un gouvernement menteur doit constamment réécrire sa propre histoire. En tant que citoyen, vous ne recevez pas seulement un mensonge que vous pourriez continuer à croire pendant le reste de vos jours, mais vous en recevez un grand nombre, selon la façon dont le vent politique souffle. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et l'on peut faire ce que l'on veut d'un tel peuple. Pourquoi croyons-nous? Pourquoi croyons-nous? C'est une très belle question qui nous amène à plusieurs hypothèses et à plusieurs réponses possibles. Et ici, lors de cette conférence, de cette table ronde plutôt, Thomas Huchon nous a partagé une très intéressante qui est quelque part, de ce que j'ai compris, de ce qu'il a décrit, est le biais de confirmation. Cette tendance que nous avons à privilégier des informations qui vont dans notre sens, tout en rejetant, en même rendant aveugle toute information qui nous contredit et qui nous confronte par rapport à nos idées que nous avons. D'ailleurs, cela me rappelle carrément un concept, l'homophilie. Cette tendance que nous avons à côtoyer des gens qui nous ressemblent, qui est dans le même milieu social, qui a les mêmes idées, qui partagent les mêmes idées, les mêmes activités, qui finalement, nous confortent dans notre bulle, dans notre fonctionnement et nous empêchent quelque part de nous remettre en question, de nous poser des questions qui nous feraient grandir et qui nous enfermeraient pas dans l'étiquette, dans un milieu social, dans une activité. Car finalement, dans mon métier, ce que j'ai appris, c'est que nous ne sommes pas juste une identité, nous ne sommes pas juste un nom, un prénom, une classe sociale, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes limite, j'aimerais reprendre les propos de Emmanuel Lévinas, nous sommes infinis et personne ne pourra quelque part faire le tour de nous-mêmes. Passons à la deuxième question.
Pourquoi une différence de traitement entre un post et une publicité sur Instagram? Nelly Pailleux nous partageait un constat très intéressant. Nous le savons déjà que sur Instagram, il y a une politique très exigeante, très coercitive, stricte concernant la nudité. Et chaque post où on peut voir par exemple un téton dépassé, eh bien, elle est automatiquement modérée, que ce soit dans la minute ou dans l'heure. C'est extrêmement rapide. Et là, elle nous interpelle en nous disant que il y a une différence de traitement entre la modération sur des posts et la modération des publicités. Et sa réponse est exceptionnelle, même évidente, mais il est bon de rappeler l'évidence. Derrière Instagram, il y a Meta. Et Meta, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise. Et Nelly nous rappelle à quel point une entreprise est là pour faire du profit. Et quand on a cet axe, cette valeur, cette règle-là, que l'entreprise est là pour faire du profit, on comprend qu'il existe des différences de traitement entre un poste et une publicité. Un rapporte de l'argent, l'autre, pas forcément. Et c'est là où récemment, je me suis rendu compte que l'évidence est important d'être questionnée. Parce que parfois, même si on le sait, on n'y prête plus attention. Et comme on n'y prête plus attention, dans nos raisonnements, on s'égare. On va essayer d'expliquer des choses avec des raisonnements compliqués, complexes. Or, c'est tout simple. Une entreprise est là pour faire du profit. Et tout ce qu'elle va faire et tout ce qu'elle va décider, elle va prendre cette valeur de performance, de questions financières pour trancher. L'humain n'a plus sa place. La seule chose qui compte, c'est comment faire de l'argent. Et cela, on est carrément éloigné à cette question du bien commun. N'a pas sa place, n'est pas prioritaire, on va dire plutôt. Et selon vous, vous saviez que Meta était une entreprise et que son rôle est faire de l'argent et c'est ce qui explique ses règles, ses politiques, ses changements, que ce soit en termes d'algorithme ou en termes de décision, en termes de décision d'un point de vue humain, informationnel, des lois et tous les enjeux qui y sont associés. Passons à une autre question. Passons à la question suivante. Les bébés pigeons existent-ils? Ici, je vais vous raconter, prendre le temps. J'étais dans le public, je vais donner le cadre, le contexte. Je suis assis dans le public. À ma droite, il y a du monde. À ma gauche, il y a du monde. Et là, Thomas Huchon commence son intervention par poser une question remarquablement interloquente pour ma part. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu un bébé pigeon? Personnellement, ayant vécu à La Réunion, ayant un jardin où il y a des cocotiers, il arrive souvent que les pigeons nichent au sein, dans, dans le cœur du cocotier et ils pondent des œufs et on y retrouve souvent des bébés pigeons quand on va cueillir le coco. Et là, il nous demande, ceux qui ont déjà vu, lever la main. Moi, étant sûr de moi-même, ça me rappelant mes souvenirs de l'île de la Réunion, je lève la main automatiquement. À ma droite aussi, quelqu'un le fait et sûrement à gauche, mon attention n'était pas focus à gauche et j'ai remarqué la personne de droite. Et là, Thomas regarde la personne de droite et dit: «Vous êtes un menteur, les bébés pigeons n'existent pas. Les bébés pigeons n'existent pas». Et là, ma grande surprise, il le dit avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'aplomb, beaucoup de courage. Et je me mets à me questionner, à me remettre en question sur ma croyance, sur ma connaissance, sur ma mémoire. Et là, ce qui est intéressant finalement, c'est que aujourd'hui, dans ce cadre-là, Thomas était là pour nous éduquer, pour nous informer, pour nous interpeller. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas les mêmes intentions, qui est malveillant et qui font les mêmes choses. Bien, potentiellement, il faut que vous ayez des méthodes, des façons de faire, des réflexes pour pouvoir lutter contre ces manières, ce qui est en face de vous, qui est clairement de la rhétorique, qui est des outils d'influence sur l'autre. Et là,
ce que j'ai appris et qui est intéressant, que je voulais vous partager avec vous, c'est que Thomas nous dit qu'il existe une théorie du complot qui se nomme «Les oiseaux ne sont pas réels». Je vous mets le terme en anglais ici, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est devenu une sorte de satire, une sorte de critique de la société et à la base, la personne qui a inventé ce mensonge voulait montrer que les gens croient à tout et à rien sans réfléchir. Finalement, il a réussi, il a tenu quelques années et ensuite, eh bien, il a cédé, il a avoué et il a partagé pourquoi il le faisait et énormément de personnes l'ont suivi pour justement critiquer, les fausses informations, les croyances et pouvoir réveiller quelque part la société sur ces questions-là, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les informations que je mettrai en description si vous voulez aller plus loin et creuser ces informations. Autre chose que m'a intéressé aussi, je rajoute, sur Thomas Huchon, c'est qu'en tant que journaliste, il ne cherche pas la vérité, il cherche le faux. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est en cherchant le faux qui nous permet, nous, de nous questionner sur nos vérités. Et là, je trouvais cela vraiment intéressant, ce paradoxe et à vous faire part. Maintenant, passons à la question suivante. Selon vous, quel pourcentage des Français consultent Wikipédia? Vous avez 5 secondes. Un chiffre clé partagé par Rémi Gerbet qui nous interpelle et qui m'interpelle en tout cas, où je me suis dit, c'est un chiffre élevé. Alors la réponse, vous l'avez peut-être, mais je vous la donne quand même, c'est 85% des Français qui consultent Wikipédia. Et c'est un chiffre important. Et d'ailleurs, je renouvelle mes félicitations pour les 25 ans de Wikipédia. Donc avec Rémi, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi au collège Wikipédia. Et mine de rien, heu, l'image qu'on avait de Wikipédia à l'époque a beaucoup évolué, notamment grâce à ces passionnés, à ces bénévoles qui contribuent, à ces gens qui considèrent que l'information est une ressource commune. Et je suis tout à fait admiratif et même je suis d'accord que la data, l'information est important. Rappelez-vous de ce qu'on a lu plus haut avec Hannah Arendt. Si on ne peut plus croire à rien, c'est là où on peut se faire manipuler, on peut faire ce que l'on veut d'un peuple qui ne croit plus à rien. Et ici, la gestion de la donnée, elle est accessible, elle est ouverte, elle est sourcée, elle est croisée. Tout le monde peut venir modérer, peut venir changer et même proposer des choses. Et derrière, il y a un ensemble de bénévoles dont j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a impressionné par leur engagement, leur ténacité, leur passion, leur vivacité à faire promouvoir la culture, à mettre en œuvre que les informations, la data, les données sont un patrimoine culturel humanitaire. Un patrimoine culturel de l'humanité et que nous devons avoir accès à des informations de qualité, tout comme l'eau, qui est une ressource naturelle universelle. Et là se posent des questions, énormément d'autres questions que nous pourrons peut-être un jour explorer ensemble dans un bric-à-brac d'idées ou avec un invité sur cette thématique. Maintenant, passons à l'autre question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la création de fausses informations et de messages frauduleux? En 2026, nous pouvons qu'en parler, c'est l'IA, l'intelligence artificielle et les modèles LLM. Et comme ChatGPT, Gemini, Claude, et je vais vous en citer aussi un, Hugging Chat et bien d'autres qui existent. Pourquoi ça révolutionne la création du faux? Et c'est là où Thomas et Nelly, ont partagé quelque chose qui était très intéressant, qui était finalement, heu
On ne crée pas plus de faux, on ne fait pas plus de mensonges, mais aujourd'hui, les gens qui le faisaient avant, s'ils avaient ces outils, ils auraient été beaucoup plus professionnels. Ils auraient pu mettre en œuvre de manière plus rapide, plus performante même, on pourrait dire. Aujourd'hui, Nelly a partagé quelque chose qui était super intéressant, qui était Photoshop. Photoshop, c'était un logiciel sur lequel j'ai été formé, qui permettait de créer du faux, de modifier une image. Mais cela nécessitait des compétences, du matériel. Et ce n'était pas, on appuie sur un bouton et tout est fait. Non, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, ce que révèlent Nelly et Thomas, c'est que l'accessibilité pour créer du faux. Par exemple, prenons les arnaques par email. Aujourd'hui, pour copier un style institutionnel, il est beaucoup plus accessible pour les personnes, pour les arnaqueurs, de générer du texte avec un style de qualité, sans faute, qui copie avec merveille cette rédaction hein, des institutions ou des entreprises comme des entreprises d'électricité, des entreprises d'opérateurs. C'est vraiment cette question d'accessibilité et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, il est très facile de pouvoir mettre en œuvre des fausses informations, des rumeurs et ça pose la question, finalement. Vous, comment vous vous y prenez? Quelle est votre méthodologie pour lutter contre le faux? Je dis bien lutter et diminuer le risque de se faire manipuler. Je rappelle ici que la meilleure façon de ne pas se faire manipuler, ou du moins de réduire le risque de se faire manipuler, est d'aller apprendre qu'est-ce que c'est que la manipulation, d'aller voir à cette définition, d'aller chercher qui enseigne ça et de multiplier les sources. D'ailleurs, vis-à-vis ici, je donne une autre tips à cette question qui est comment lutter contre, comment lutter contre le biais de confirmation? Bien ici, j'aimerais vous proposer une technique très intéressante qui est croiser les informations et surtout, posez-vous la question, quand j'affirme ceci, quelles sont les informations, quels sont les arguments qui me donnent tort, qui font que ce que je dis est faux? Si vous n'en trouvez pas, potentiellement, vous pouvez accepter pour le moment que ce que vous dites semble vrai. Mais dès le moment où vous trouvez un propos qui rend faux qui rend faux votre affirmation, alors vous devez le retravailler, le modifier. P Pourquoi? Parce que ce que vous dites ne reflète pas une vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose de figé, surtout à notre échelle en tant qu'humain, c'est quelque chose qui évolue. En revanche, des grands penseurs, des personnes qui ont réfléchi à cette question: «Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que la vérité?» et notamment en sciences, ont mis un ensemble de protocoles, un ensemble de validations pour permettre de se dire sur quoi nous pouvons nous baser actuellement et sur quoi nous ne pouvons pas nous baser. Faire le tri entre ce qui est faux, ce qui est vrai, par rapport à la validation que nous en avons fait. Et en sciences, rappelez-vous, la première technique que les chercheurs vont faire, c'est de créer une expérience, la tester et voir s'il y a un cas, ou ils vont essayer de penser s'il y a un cas dans lequel leurs expériences sont faux. Et c'est comme ça qu'on avance et on évite de rester dans entre-soi, dans son entre-soi personnel, dans son ego et cela développe une certaine forme d'humilité puisque des fois, parfois, même souvent, c'est grâce aux autres que nous allons pouvoir confronter nos idées et voir si elle est robuste, si elle est de qualité et quelque part de pouvoir grandir. Voilà ce que j'avais à dire et pour terminer, j'aimerais remercier, en particulier Suzanne pour son accueil, son professionnalisme et pour notre échange et aussi remercier Rémi, avec qui j'ai eu une discussion intéressante où j'ai appris énormément de choses, notamment une que je voudrais vous partager, qui est Elinor Ostrom, qui a partagé et qui en fait, f c'est important de se poser la question: «Qu'est-ce que le bien commun?» Et finalement, Elisa Ostrom a fait des travaux. Ces travaux vont donner 9 principes qui permettent de construire le bien commun.
heu et que vous pourrez retrouver, sur internet de manière assez facile. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, ou du moins que cela vous a donné envie d'aller apprendre quelque chose. Si cela est le cas, pensez à vous abonner sur la chaîne d'Océan de Coach pour suivre notre actualité et ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur de nouveaux sujets. À bientôt.